Merci. Moi, j'ai créé il y a 2 ans un club de femmes chefs d'entreprise, créatrices d'entreprise, même si ce ne sont pas que des créatrices, parce que j'ai moi-même créé mon entreprise et je trouvais que il y a 2 choses. Il y a, quand on se lance dans la création d'entreprise, c'est pas évident. Il faut des gènes particuliers, il faut se battre tout le temps. Il y a des créateurs ici et peut-être dans la salle. Et puis, donc je me suis dit, j'avais plein de copines qui m'appelaient, qui me disaient, ah, t'as créé ta boîte, mais alors moi je voudrais créer la mienne, alors comment t'as fait? À partir de quel chiffre d'affaires tu penses que je peux embaucher un premier salarié, parce que machin, etc. etc. Donc je me suis dit, voilà, on a besoin, quand on est créateur d'entreprise, on est un peu seul, on est un peu isolé, on n'a pas les moyens de se payer les conseils d'un grand expert comptable, un avocat, un notaire, etc., etc. Donc je me suis dit, on va se créer un réseau. Et puis parce que les mecs sont super bien organisés en réseau, qu'on n'arrête pas d'expliquer que les réseaux féminins se développent de plus en plus et que c'est important que nous aussi, on nous apprenne à s'organiser en réseau. Donc il y avait 2 objectifs. S'entraider sur la création d'entreprise, et je pense qu'aujourd'hui on doit pousser les femmes à être plus créatrices d'entreprise. En plus on a du talent pour ça, mais on ne le sait pas toujours, ou en tout cas on manque un petit peu d'estime de soi et d'assurance pour y aller à fond. Je crois qu'il faut qu'on y aille à fond et ça nous permet, voilà, de discuter. Et alors évidemment, moi je l'ai créé dans un système extrêmement classique. J'ai commencé à fédérer les gens que je connaissais, et puis aujourd'hui on est dans un système, un invité tous les mois, qui est une personnalité qui est connue, reconnue, que les gens... L'idée c'est de pouvoir discuter avec des personnes avec lesquelles on ne discuterait pas si, allô, bonjour, je suis Patricia Chaplotte, je voudrais discuter avec Roselyne Bachelot, je voudrais parler avec Jean-François Aubeau, le président de la CNE, voilà. Donc j'ai réussi, je vadrouille un peu dans ces univers depuis longtemps, donc j'ai un petit carnet d'adresse, mais j'ai réussi à faire venir des hommes ou des femmes assez intéressants, des Rachida Dati, des Mercedes Serra, des gens de tous horizons, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve sympa, qu'on trouve pas sympa, voilà, qu'on découvre et qui sont des gens géniaux. Jean-Luc Petit-Guenin, le président du groupe Après, que tu as croisé aux rencontres de féminin.com, qui est un mec génial, qui a créé une boîte dans les déchets et qui met beaucoup de femmes dans son entreprise et qui croit à la valeur des femmes dans l'entreprise. Voilà. Et puis petit à petit, au début, et puis je me suis dit, merde, il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux, il y a un truc qui s'appelle Facebook, il faut que je crée un compte Twitter, etc. Moi, je ne suis pas de cette génération-là, j'ai 50 ans, je découvre tout cet univers, mais j'ai juste compris que si je n'étais pas dans ces univers-là, j'étais un peu à côté du monde qui s'ouvrait à moi. Et donc aujourd'hui, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter, Anaïs qui est stagiaire dans mon agence de communication est là et va tweeter. Mais moi, voilà, je pense que les réseaux sociaux vont nous apporter des choses dans ce club. Je suis en train de le développer, mais on en reparlera tout à l'heure. Je vais passer la parole aux autres. Et bien sûr, dans mon agence de communication, on essaie de faire en sorte que le digital soit de plus en plus présent. Et je disais que j'ai comme objectif, j'espère que je vais y arriver, de racheter une boîte dans le digital. On en a parlé avec Vincent, parce que je considère que je ne peux pas continuer le métier que je fais aujourd'hui si je n'ai pas des gens qui sont des vrais produits digital et puis qui sont vachement plus jeunes que moi, qui vont m'apporter tout un truc, plein de choses que je ne sais pas faire. Voilà. Après on discute. Ouais. Avant toute chose, ici je voudrais que tu nous présentes aussi Girls in Web sous l'angle qui peut être le plus étonnant, c'est avant tout des rencontres et la structuration d'un réseau physique. Alors, bonjour. Alors effectivement, déjà je me présente aussi un petit peu si c'est possible. Et pourquoi Girls in Web? Puisque en fait, moi, je suis consultante en médias sociaux, communauté depuis 8 ans. Je suis tombée dans le web quand j'étais toute petite, dans l'informatique, puisque j'ai eu mon premier ordinateur à 9 ans, ce qui à l'époque était plutôt rare, parce que j'ai 35 ans quand même. Je ne suis pas si jeune que ça. Et donc j'ai toujours été passionnée, et c'est vrai que pour une fille de ma génération, c'est pas courant. Par contre, pour un gars de ma génération, c'est largement plus courant. Et quand j'ai voulu m'orienter, tout le monde me disait mais non, sois professeur de français, machin. Sauf que moi, je voulais faire ou de l'audiovisuel ou de l'informatique. En fait, c'était ce qui me branchait vraiment. C'est ce que j'ai fait. Et donc, tout ce qui a été communautaire et tout qui est arrivé dans les années 2005, au moment où je commençais à bosser dans le web. Et effectivement, l'influence, ça a été le mot du moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu ces réseaux sociaux, en fait, les réseaux d'influence qui avant étaient un peu souterrains,
ou un peu cachés, etc., dans le lobbying, ont émergé, et les réseaux sociaux, ça a permis de structurer effectivement tout ça. Et puis là-dedans, il y avait toujours aussi peu de femmes, hein, qu'à l'époque où j'ai commencé mes études, mais il y en avait quand même de plus en plus. Et donc l'envie que j'ai eue moi en tant entre guillemets, pionnière, femme digitale, ça a été de dire, bah voilà, il y a des femmes, donc ces femmes-là, montrez-vous, arrêtez d'être une minorité, arrêtons d'être une minorité, et incitons aussi des jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail et puis sur les études à prendre cette opportunité, parce qu'aujourd'hui c'est un des rares secteurs quand même où il n'y a pas de crise, il y a une croissance, il n'y a pas de chômage, voilà. Donc c'est quand même dommage que les femmes n'en profitent pas, n'est-ce pas? Donc j'ai prêché pour ma paroisse, parce que bah, je m'occupais de communautés, donc que ce soit high-tech, que ce soit environnement, que ce soit plein de communautés pour les clients. Je dis pourquoi je ne m'occupe pas de communauté pour quelque chose qui me concerne, qui concerne mes congénères féminines. Donc voilà comment est né Girls in Web. Donc au départ c'est né d'une envie vraiment de rendre plus visibles les femmes dans un milieu masculin, un univers très masculin, très connoté. Voilà, où si vous êtes une fille, vous avez forcément des lunettes et vous êtes forcément pas coiffée, pas maquillée, enfin vous ne semblez pas une fille, quoi. Donc aussi les montrer, ces filles-là, montrer qu'elles ont des expertises, etc. Et c'est vrai que pour les montrer, alors c'est le web, c'est bien, mais c'est encore mieux de les mettre en avant à travers des événements. Donc on a créé un certain nombre d'événements, dont il y a 2 ans, il y a 1 an au Palais Brunien, où il y a eu 300 personnes quand même. Et donc l'idée c'était de mettre en avant des profils féminins, mais dans des événements mixtes. Parce que moi l'idée de rester en ghetto entre femmes, ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est que les femmes soient aussi partie prenante du réseautage professionnel que les hommes, et ne restent pas dans leur coin entre femmes, à réseauter que entre femmes, même si c'est, voilà, il le faut, parce que c'est une manière, je pense que tout à l'heure Patricia l'a bien exprimé, les femmes elles n'ont pas l'habitude socialement de se mettre en avant. Donc en étant entre nous, des fois c'est plus facile de s'exprimer. On raconte des trucs qu'on se raconte. Voilà. Au féminin, les rencontres au féminin, donc on est partenaire Girls in Web des rencontres, effectivement c'est ça. C'est on est entre nanas pour dire aux autres, attention, les nanas restez pas comme ça, vous pouvez réussir, regardez moi j'ai réussi. C'est ça l'idée, hein. Ouais. Donc nous, l'idée c'est aussi de dire, regardez les mecs, il y a des femmes dans votre secteur d'activité, en fait. Invitez-les quand vous faites des événements, dans les médias, etc. Donc effectivement, la rencontre, c'est indispensable pour montrer la qualité, l'expertise, etc. Indispensable que ce soit physique. Maintenant, le web, évidemment, ça facilite. Moi, j'envoie un tweet, j'ai fait une rencontre, il y a 2 mois, on a fait une rencontre au Girls in Web de développeuses. Développeuses, c'est rare encore aujourd'hui, parce qu'il y a peu de jeunes femmes qui s'orientent vers des études techniques de développement, parce que certainement, elles ont beaucoup d'a priori. Et je ne rentrerai pas dans les détails, elles n'ont pas tort, parce qu'on s'est vérifié quand même sur place que c'est compliqué pour elles quand elles font des études et qu'elles ne sont pas forcément bienvenues dans cet univers. Et donc on s'est dit, bon, on veut avoir leur avis, savoir ce qu'elles vivent et tout, et comprendre pourquoi il y a si peu, parce que c'était une problématique récurrente. Et avec un tweet, on a réussi en 1 semaine à rassembler 70 développeurs sur Paris. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est puissant parce que c'est concernant. Et que les communautés digitales, évidemment, elles sont dessus et elles s'intéressent. Très intéressant, notamment sur la partie pour connaître ce métier. C'est vrai que les développeurs, toujours développeurs d'ailleurs, parce que précisément, on ne voit quasiment que des groupes de garçons. Et ça répond aussi à une problématique d'emploi et de diversité dans les profils de recrutement. Ce n'est pas toujours simple. Et là, en l'occurrence, c'est une manière de vérifier de manière assez empirique et assez intéressante. Mais même une question sur l'association Women Up. En quoi d'abord, vous peut-être nous présenter ce que c'est. D'abord, structuration d'un réseau entre les physiques, l'objectif, puis après on passera à la question du digital. Bonjour. Moi j'ai créé Women Up, enfin j'ai co-créé Women Up il y a 3 ans. Women Up c'est une association mixte. En fait c'est une association qui intervient sur des problématiques de mixité en entreprise par rapport à la génération Y, et qui repose sur une position très forte, c'est que notre génération, donc la Gen Y, on pose des gens de moins qui pose énormément de problèmes aujourd'hui en entreprise parce que difficultés d'intégration, de compréhension des chaînes à valeur, etc. En gros, on est convaincus que cette génération elle est porteuse de révolution sur plein de sujets, et notamment sur la thématique de la diversité homme-femme.
Pour quelle raison? Parce que c'est la première génération, les garçons et les filles partagent des revendications et des aspirations qui sont communes en termes d'équilibre de vie. D'ailleurs, pour prouver ça, on avait réalisé avec Mazar une grande étude internationale sur les aspirations de la Gen Y. On s'est aperçu qu'indépendamment des continents et des sexes, quand on posait la question des life objectives, le premier d'entre eux qui revenait, c'était le work-life balance. Et en fait, quand on bosse sur cette thématique de mixité, work-life balance, c'est équilibre vie perso. Et quand on travaille dans cet univers de la diversité homme-femme en entreprise, on s'aperçoit qu'en fait, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est une des revendications féminines majeures des 30 dernières années. Parce que derrière cette aspiration très forte qui a été portée par beaucoup de femmes, et notamment nos mères, il y a le refus du présentéisme, et il y a l'idée qu'on peut être et une bonne collaboratrice, et une bonne épouse, et une femme épanouie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue très macro, on observe un glissement depuis une revendication qui était très féminine, qui était celle de nos mamans, à une revendication totalement générationnelle, partagée par les hommes comme par les femmes de notre génération. Et en parallèle de ça, il y a également un constat qui est important, c'est que, en fait, sur cette thématique de mixité, il y a deux façons d'aborder le sujet quand on est grosse boîte, notamment pour les boîtes du CAC. Soit on met des femmes au poste à responsabilité parce qu'on considère que c'est une question de justice sociale. Ça, c'est beaucoup des grands patrons très ouverts qui jouent sur cet argument, mais ils ont énormément de difficultés à emporter les managers avec eux parce que l'entreprise n'est pas le lieu de la justice ou de la morale. Puis vous avez 50% de l'entreprise qui essayent d'établir un business case, c'est-à-dire une corrélation économique entre présence des femmes et performance. Ça veut dire qu'avoir des femmes dans les équipes, avoir des femmes au top management, ça permet d'avoir des équipes qui sont plus productives, plus efficaces, plus efficientes, et donc de faire plus de business à la fin de la journée ou des nuits. En l'occurrence, quand on a fait cette découverte, donc à l'issue d'une mission de loi sur le fait qu'aujourd'hui, cette aspiration à l'équilibre de pro-vie perso était partagée par les hommes comme par les femmes de notre génération, et ce à l'échelle de la planète, qui est quand même très différente des 10 années qui viennent de se passer, on s'est rendu compte qu'en fait, le business case auquel les entreprises s'attachaient tant et qu'elles n'ont jamais parvenu à prouver, parce que jamais personne n'a été capable de montrer que mettre des femmes dans des équipes, c'est facteur de performance. D'un autre côté, on n'a jamais essayé de prouver que mettre des hommes dans des équipes, c'est facteur de performance non plus. En l'occurrence, le lien logique, évident et incontestable n'existe pas. Mais pour autant, c'est cet argument du business case qui fonctionne vraiment dans les boîtes. Parce que l'entreprise, c'est un lieu économique où on parle économie. Et nous, on s'est rendu compte qu'avec ce constat-là sur la génération Y, les business case, on l'avait, puisque finalement, des politiques de diversité qui préservent l'équilibre vie pro, vie perso, et donc plus que ça, le bien-être du collaborateur, ça devient un outil d'attraction et de rétention des talents de la génération Y. Et que donc, on avait un moyen de quantifier économiquement le phénomène via la réduction des turnovers notamment. Donc sur la base de ça, on a créé Womanap. Womanap, c'est un réseau physique à la base, qui réunit 50 écoles et une quinzaine d'entreprises, donc plutôt des grandes entreprises. Et l'idée, elle est double. D'abord, c'est de sensibiliser de manière très massive à la fois les jeunes hommes et les jeunes femmes de notre génération sur le fait qu'ils sont intrinsèquement porteurs d'une révolution sans en avoir conscience. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à 25 ans, aspirer à un équilibre de vie respecté, ça nous semble normal et spontané et naturel, et, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Que c'est un véritable changement à l'intérieur des entreprises, et les RH vous diront. Et nous, notre idée, c'est de les sensibiliser suffisamment tôt pour qu'à 30 ans, ils ne se fassent pas rattraper par la culture de l'entreprise, par l'arrivée du premier enfant, par les promotions, et qu'il y ait des vieux schémas traditionnels qui se remettent en place. Donc sensibilisation des jeunes, sensibilisation des entreprises également, parce que comme n'importe quel organisme, on a peur de ce qui est différent. Et en l'occurrence, il y a une tendance assez naturelle à étouffer le mouvement, puisque la Gen Y, elle fait peur. Elle fait peur à RH, elle fait peur au top manager, et nous, on leur explique, voyez-la comme une solution, non pas comme un problème, puisque c'est un axe de mutation d'un certain nombre de sujets. Donc sensibilisation, et là on le fait au niveau national et international, puisque en fait en 3 ans l'association a pris énormément d'ampleur. On est devenu un des acteurs majeurs en France, grâce aux réseaux sociaux notamment, je vais y revenir, mais également à l'étranger, puisqu'on a la chance d'être speaker pour l'OCDE, speaker au Davos, speaker au Women's Forum, etc., etc. Donc ça c'est la première partie de l'activité, la sensibilisation. Puis la deuxième partie de l'activité, où là le réseau physique intervient, c'est qu'on a constitué un laboratoire qui est composé d'une centaine de jeunes hommes et femmes. On est vraiment mixte, on a 40% de garçons. Et ces jeunes gens, ils vont intégrer nos entreprises partenaires
pour co-construire avec eux des politiques de diversité hommes-femmes plus modernes et plus pérennes, parce qu'adaptées aux attentes de la nouvelle génération. Et ce qui est assez drôle en fait, c'est que souvent les sujets sur lesquels ces jeunes interviennent, c'est tout ce qui est la com digitale. Parce que ces grandes entreprises, elles mettent en place des réseaux de femmes, alors des réseaux pour les femmes par les femmes, ce qui nous semble un peu ahurissant parce qu'on a une génération qui ne fonctionne pas de manière genrée, on sépare les hommes et les femmes. En l'occurrence, quand on met ces chefs d'entreprise, ces top managers en face de jeunes hommes et femmes, ils leur disent d'abord, ce réseau de femmes c'est débile, et en plus, il ne faut pas qu'ils communiquent de cette manière-là. Donc la plupart du temps, ils font toute la refonte de la stratégie digitale, parce que les entreprises, elles reconnaissent notre génération comme étant très légitime sur ce sujet. Et alors pour revenir sur le sujet de l'influence, je pense qu'aujourd'hui on est un acteur très influent du sujet. Les réseaux sociaux, c'est vraiment arrivé dans un second temps. C'est-à-dire qu'au début, on a créé un réseau, on a networké, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on a créé des liens très forts avec des gens avec lesquels on partageait une communauté de valeurs. Et ce, dans toutes les sphères, politique, économique, dans la société civile. Et là, l'idée, c'était vraiment de nous créer, nous, une communauté d'ambassadeurs qui allait à la fois relayer notre message et puis qui allait jouer le rôle de la caisse de résonance. Parce qu'évidemment, c'est des gens qui sont pas plus importants que nous et qui donnent une envergure à nos actions, à nous. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est arrivé après, puisqu'on les a utilisés pour faire une caisse de résonance beaucoup plus puissante cette fois-ci et auprès d'un public beaucoup plus jeune. C'est comme ça qu'on enrobe l'intégralité de nos événements, particulièrement sur Twitter et Facebook. Web social. C'est marrant parce que c'est ce que j'étais en train de penser à ça en écoutant Emmanuel. Je pense qu'effectivement, une femme d'influence ou un homme d'influence, en l'occurrence on parle des femmes aujourd'hui, c'est quoi? Je pense que l'influence, c'est effectivement, c'est exister et être reconnu par un certain univers. Le mot à la mode, c'est un écosystème. Voilà. Bon, je vais prendre un cas que je connais bien, qui est le mien, plus plein d'autres. Aujourd'hui, moi je dis, voilà, on considère que je peux être un petit peu une femme d'influence, comme les Emmanuel, comme les Lucille, Lucille, excuse-moi. Voilà, mais je pense que l'influence, elle est partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, parce que je suis sur les réseaux sociaux et que je fais partie de la génération Y, je serai influent parce que je tweete beaucoup, parce que je suis présente. Comme tu le disais tout à l'heure, moi j'aime bien cette expression, il y a un moment donné, il y a un truc qui se passe dans la vie, c'est ce que j'appelle le contact visuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir des copains sur Facebook, avoir 600 amis sur LinkedIn, avoir je ne sais pas combien de milliers d'abonnés ou centaines d'abonnés sur Twitter, mais il reste qu'à un moment donné, les gens ils ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de se parler en direct. J'allais dire, on a même besoin de se toucher. Et je vais même plus loin, c'est que si on ne se touche pas, la reproduction de notre génération ne se fera pas. Donc je crois qu'il faut aussi comprendre que, bah oui, les enfants, il faut être très clair là-dessus. Il faut à un moment donné se toucher, parce qu'autrement, si on ne se touche pas, ça ne se passera rien. Hein. Donc voilà, mais c'est important de le dire, parce que je crois que, moi j'ai une fille de 15 ans, quelquefois on pense que justement on va vers les autres en se planquant derrière son ordinateur, derrière son smartphone ou sa tablette. Ça c'est super bien. Moi aujourd'hui, si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, si je ne suis pas sur un certain nombre d'endroits où il faut être, je serai une vieille ringarde. Donc de toute façon, j'ai considéré qu'il fallait que je me mette à la page, qu'il fallait que j'aille là où sont certaines personnes d'influence et que si je voulais rester dans une sphère d'influence, il fallait que j'y sois. Pour autant, effectivement, avant que les réseaux sociaux n'existent, les femmes d'influence, ben, on les voit dans les médias, on les voit dans des conférences, où avec Emmanuel on se croise depuis le mois de septembre à l'université d'été du MEDEF. Emmanuel, qui est une femme de la génération Y extrêmement moderne, elle vient parler physiquement à un colloque à l'université d'été du MEDEF, parce que c'est là où sont les influenceurs à la rentrée. Quand on est quelqu'un d'influence, il faut être là où on considère que les gens, si les gens vous voient quelque part, ils vont considérer que c'est d'influence. C'est-à-dire que moi, on va me croiser au MEDEF au mois de septembre. Je sais que c'est là où il faut être. On va me croiser au Women's Forum à Deauville, l'événement qui se tient à Deauville tous les ans, créé par Aude de Toin, repris par Terra Femina. Je suis membre de Terra Femina, le réseau qu'a créé Véronique Morali. Alors, je ne suis pas une agitée de dire il faut être là partout, machin, etc. Mais il faut aller rencontrer les gens.
Et si on n'est pas là, voilà, et je ne suis pas plus intelligente parce que je vais au Women's Forum, parce que je vais à Terra Femina, parce que je vais aux rencontres d'ofeminin.com, on s'est croisé la semaine dernière avec Emmanuel, mais parce qu'il faut être un peu dans des endroits où on va aller, je ne sais pas si tu seras au forum de la mixité organisé par notre copine Emmanuel Garni, voilà, et donc il y a un moment donné où on bouge et on va discuter avec les gens, échanger avec les gens, et ça je pense que c'est éminemment important. Après qu'on relaie tout ce que l'on fait, qu'on utilise d'autres moyens de communication que sont les réseaux sociaux, que sont tout l'univers du digital, c'est évident que quand on me parle de quelqu'un, et vous devez le faire aussi, comme on dit, on le googlise. Moi aujourd'hui, quelqu'un m'appelle, je ne sais pas trop qui c'est, Anaïs hier, il y a quelqu'un qui m'appelle au bureau, je ne sais pas qui c'est. Elle me dit, je regarde sur Google, donc on googlise les gens. Et puis tout d'un coup, et d'abord si vous n'êtes pas sur Google, c'est qu'en fait vous n'existez pas. Ça c'est un autre truc. Mais en même temps, voilà, si tu googlises quelqu'un et que tu ne trouves rien sur lui, tu te dis, bon, c'est pas quelqu'un d'important. Bon, ce qui est un peu faux, mais quand même c'est la réaction qu'on a tous et que vous avez sûrement tous aujourd'hui. Donc voilà, donc l'influence reste quand même à plein de niveaux, parce qu'encore une fois, vous pouvez être très présent sur Twitter, mais si vous voulez être quelqu'un, une femme d'influence, bah, les gens qui... Le concept vu à la télé, ça marche. Moi j'ai fait, j'ai animé avec Léa Salamé sur une télé une émission sur la communication, la vie politique, commenter tous les soirs la vie politique. Bon, les gens qui m'ont vu à la télé, voilà, ils étaient super contents, parce que, et le fait de passer à la télé, ça montre qu'on est plus important. Or, je ne suis pas plus important parce que je suis passée 15 fois, 30 fois à la télé. Et ça marche. Donc je pense que l'influence, elle est un peu partout, et que si on veut être des gens d'influence, il faut, voilà. Puis ce que je voulais dire aussi, mais bon, c'est que on a fait une conférence avec Emmanuel Cagliardi l'année dernière dans le cadre du networking. Voilà. Je pense que les femmes, on est moins douées que les mecs pour se dire, dans ma journée, alors vous êtes encore assez jeune, je crois, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais dans ma journée, un mec, il va savoir consacrer du temps à ses réseaux. Il va aller retrouver ses copains pour aller prendre un pot, enfin, nous on le fait aussi. Mais après, dans le business, vous recevez des cartons d'invitation, vous êtes invité à une conférence, vous êtes invité à une remise de prix, vous êtes invité à la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite. Les mecs, ils vont savoir se tirer à 18h pour aller dans ces cocktails et dans ces trucs, parce qu'ils savent que c'est important pour leur carrière. Les femmes, elles se disent, putain, j'ai pas fini mon travail, il faut que je le finisse vachement bien. Puis après, merde, j'ai mes 3 enfants, même 2, même 1 qui m'attend à la maison. Autrement, il va encore bouffer un McDo et des frites et des machins. Et les femmes, on s'auto-censure là-dessus. Ben, moi, je le fais de temps en temps, j'ai une fille de 15 ans, mais cette semaine, tous les soirs, j'ai un dîner. Et tous les soirs, j'ai un truc important pour mon boulot. Comment je fais? Je rentre, je vais voir ma fille, je ne vais pas à ces cocktails, donc c'est pour ça j'écoute ce que dit Emmanuel, mais après le principe de réalité, on y est confronté. Parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Mais c'est pas parce que j'aurai 3 dîners que je me dis que ma fille va finir délinquante. Donc en même temps, j'essaie de relativiser tout ça. Mais c'est pas si simple dans sa tête, et il y a des moments, il faut... Voilà. Donc, je sais plus où on était, mais je pense que, non, ce que je veux dire, c'est ce qui est important, c'est le digital est important, mais vous êtes de cette génération-là, mais sachez qu'il faut vous consacrer du temps à votre réseau, à votre place dans la société, à votre place dans votre vie professionnelle, à votre place dans l'entreprise, parce que franchement, on nous a pas appris ça quand on était petites filles, alors que les mecs ils jouent au foot entre eux, ils jouent au basket entre eux, nous on est plus, on joue à la poupée un peu toute seule, quoi. Donc il faut qu'on consacre du temps à aller vers les autres, à cultiver ces réseaux. Et à bien sûr s'occuper de sa vie de famille quand on en a une et quand on a envie de s'en occuper. Merci Patricia. Ce que je retiens peut-être de la notion, c'est effectivement la grande continuité en réalité qui existe entre les espaces qui sont physiques et les espaces qui sont digitaux. Donc la notion qui marche bien, c'est la notion de lieu. C'est effectivement être dans des lieux qui comptent, et ces lieux peuvent être des lieux 100% online et des lieux 100% offline. Ici, il y a quand même un point en continuité avec ce qu'on vient de se dire sur les codes de l'influence. Quand on a parlé de Girls Web, on a vu qu'il y avait quand même peut-être des codes qui évoluaient, notamment l'ouverture, le fait de ne plus être dans des réseaux élitistes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces nouveaux codes que tu as constatés, j'allais dire, de manière très concrète, depuis que tu as créé Girls Web? En fait, c'est précisément là-dessus que je voulais réagir par rapport à ce que disait aussi
mes deux collègues, effectivement, le réseau, le networking, etc., en physique, dans des événements comme le Women's Forum ou autres, c'est pas à la portée de tout le monde. Dire ce qu'il est. Le Women's Forum, c'est 3 000 €. Le web, événement qu'il va y avoir en mois de décembre, c'est notre domaine, c'est pareil, c'est dans les 3 000 €. Donc, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous commencez à la vie professionnelle, c'est clair que c'est pas pour vous. Donc, comment vous allez faire pour networker? Nous, on a souvent des jeunes femmes, justement, des Gen Y, qui me disent comment je fais. Moi, je voudrais plus networker, plus être connue dans mon métier, faire reconnaître mon expertise, mais je n'ai pas, effectivement, les moyens d'aller dans ces endroits. Alors, effectivement, le web, c'est aussi un facilitateur et une manière aussi de donner un peu plus de démocratie dans les relations et dans l'influence. Donc, ça peut être, je pense qu'on en a pas encore parlé, mais c'est hyper important, l'émergence des blogs, ça a été une révolution par rapport à ça. C'est-à-dire que des gens qui sont, par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est un exemple que je donne, hein, mais c'est pas pour stigmatiser l'Auvergne, mais aujourd'hui, des gens qui sont en Auvergne peuvent être influents grâce à leur blog, grâce à ce qu'ils vont écrire et à ce que les gens vont lire. Des journalistes vont les contacter, ils vont passer dans les médias, etc. parce qu'ils ont cette porte ouverte sur le monde. Donc c'est vrai que le web, pour ça, c'est quand même une opportunité extraordinaire. Moi, je suis fille d'ouvrier. Mes parents, ils n'ont aucun réseau, ils ne connaissent personne. Quand j'ai commencé à chercher du boulot dans la com et tout, c'était pas évident. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un blog, j'ai réseauté, j'ai forumé, j'ai machin, j'ai participé à des groupes sur LinkedIn, sur Viadeo, j'ai montré quelque part ma pertinence et mon expertise sur des sujets. J'ai diffusé par exemple mon mémoire de fin d'études, etc. Donc, je suis un peu entre les deux générations, je suis entre X et Y, mais je suis un peu plus Y quand même si je suis un peu plus âgée, je pense. Et donc du coup, ça m'a facilité, ça m'a ouvert des portes. J'ai travaillé chez Publicis, j'ai travaillé chez TVWA, j'ai été journaliste chez le journal du Net, pour ne pas les citer. C'est juste pour vous dire, voilà, on peut partir de rien, aller à l'université, mais on a envie, on est qualifié, on va se booster grâce aux réseaux sociaux. Et le blog, etc., enfin, la porte ouverte, la démocratisation que permet le web. Donc ce qui me paraît important là-dedans, c'est que l'influence, c'est pas seulement parce que vous avez des moyens ou parce que vous connaissez machin, c'est parce que vous avez des compétences. Et là, votre compétence, vous allez pouvoir la montrer et vous allez pouvoir l'exprimer. Et c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes, elles ont plus de mal à networker. Pourquoi? Parce qu'à la maison, malheureusement, l'égalité, c'est pas encore ça. Parce que mon chéri, il part à 6 h du boulot pour aller networker, ils n'ont pas mon avis. Et moi, si je vais aller networker, même si, comme Emmanuel le dit, la génération Y, elle change un peu là-dessus. Moi, mon chéri, il a 30 ans. Je peux vous dire que lui, quand on va avoir un enfant, il va vouloir être à la maison à 7 h pour s'en occuper, ça c'est clair. Mais les mecs qui sont un peu plus âgés, voilà, ils ne sont pas tous dans cette démarche-là. Donc aujourd'hui, les femmes, elles ont du mal à networker pour cette raison. Donc c'est vrai que le web, c'est aussi une facilitation de networking. Ça facilite le networking des femmes qui, malheureusement, encore trop souvent, sont obligées de rentrer plutôt à la maison, de ne pas travailler le mercredi. Nous, on nous dit toujours, pourquoi vous faites vos événements le mercredi? Parce que c'est le jour où j'ai les gosses. Et moi, j'hallucine encore d'entendre ça parce que je me dis, aujourd'hui, en 2013, les nanas s'occupent encore des gosses le mercredi exclusivement, à 100%. Quand même, voilà. Donc, c'est vrai que le web, ça peut les aider là-dessus. Nous, pour reparler un peu de la démocratisation, effectivement, quand on a créé Girls in Web, on s'est dit, voilà, nous, on représente les femmes du web, donc on est vraiment dans un réseautage un peu spécifique, comme on pourrait être dans les femmes médecins, comme on pourrait être... en fait, dans les femmes, dans la science, en général, il y a un vrai problème de représentativité, d'études, de nanas qui ne peuvent pas aller faire ces études-là, parce qu'elles se disent justement qu'elles n'ont pas d'équilibre vie privée, vie perso. Elles se disent, je ne vais pas être médecin chirurgien parce que je suis super douée pour ça, je pourrais le faire, mais je préfère être gynécologue obstétricien, avoir mon petit cabinet en ville parce que c'est plus facile. Parce que je vais avoir le temps, je vais pouvoir finir à 6 h le soir, etc. C'est quand même, excusez-moi, moi ça me trouve ça dommage, quoi. Et effectivement, je trouve ça dommage que cette envie d'équilibrer vie privée et vie perso, elle soit pas plus partagée. Parce que si c'était plus partagé, on ferait plus la même chose en fait. Bref, je vais pas me disperser. Juste pour dire quand on a... Mais c'est vrai que ça me tire à cœur comme sujet aussi. Et quand j'entends Emmanuel qui dit aujourd'hui la génération, je dis bah, tant mieux, il serait temps parce que quand même. Donc
Nous, on s'est dit, voilà, on est le réseau de toutes les femmes du digital, on n'est pas le réseau que des dirigeantes, le réseau que de celles qui peuvent aller au Women's Forum, le réseau, voilà. Même si, effectivement, on connaît Véronique Morali, d'ailleurs, on l'a rencontrée, on a rencontré aussi Mercedes Serra, il faut que ces femmes-là soutiennent nos initiatives et soient nos porte-parole et disent, voilà, moi, le jour où Véronique Morali m'a dit, on est tous des Girls in Web en puissance, je peux vous dire que j'étais contente. Je me suis dit, ben voilà, on est reconnu par des personnes d'influence. Et ces personnes-là, ça va être des modèles pour les petites étudiantes qui aujourd'hui se disent, ben voilà, moi je travaille bien là-dedans, mais bon, c'est difficile. Et Mercedes Serra, je peux vous dire, elle est directrice de sa boîte depuis je ne sais combien d'années. Elle a 4 gamins. Je peux vous dire qu'elle a géré les deux nickel. Ouais, mais j'ai envie de dire qu'elle a choisi un mari qui ne travaille pas et qui reste à la maison, et c'est sa marque de fabrique. Voilà. C'est vrai. C'est assez rare. C'est vrai qu'elle a un bon mari. Parce que c'est pas évident d'être directrice quand même, ou même directeur, enfin je veux dire ça. Donc elle démarre à 9 gamins, elle est présidente de General Electric, et elle a financé ça. C'est les grands et les petits. Non mais comme quoi c'est possible, il faut arrêter de se dire j'ai pas d'ambition parce que je vais avoir des gamins quoi. Enfin non, ça c'est nul. Donc nous on veut être le réseau de ces femmes-là, mais on veut aussi être le réseau des nanas qui débutent. Alors effectivement, il y a cette histoire d'entraide. C'est vrai qu'entre femmes, on est quand même vachement dans l'entraide, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a encore vachement de déficit, et que si on ne s'aide pas nous-mêmes, si on ne s'entraide pas nous-mêmes, ben, le problème il va continuer, parce qu'on ne peut pas non plus compter. Alors même si aujourd'hui il y a pas mal de dirigeants d'entreprise qui se rendent compte que bon, les femmes, pourquoi les boîtes sont plus performantes qu'il y a des femmes. J'entendais déjà dire ça. Parce qu'il y a 50% du cerveau parmi les femmes et 50% parmi les hommes. Il y a autant de femmes intelligentes et talentueuses que d'hommes. Effectivement, si vous vous privez de 50% du talent, ça va causer un problème dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'une entreprise fonctionne bien s'il n'y a que 50% des talents qui sont recrutés. Donc vous avez besoin de ce 50% pour avoir une super boîte. Donc, bon, c'est les femmes jusqu'à maintenant qui portent ce truc-là, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Moi, je vois l'ouverture réseau fait qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent nous voir et qui nous disent mais nous on aimerait avoir plus de femmes aussi parce qu'on voit bien qu'elles ont du talent, qu'elles ont machin, qu'elles ont truc et elles viennent pas dans notre boîte. Et pourquoi donc c'est en s'entraidant et en poussant des petits jeunes aussi à faire des études, à se motiver, à continuer et à se dire moi je veux bosser là-dedans, etc. On va développer effectivement ce réseau et cette influence parce que le truc c'est ça aussi, c'est être influent, c'est du début à la fin. C'est de la petite nana qui est en études, en première année de fac, jusqu'à la dirigeante de la Mercedes Serra. On a voulu, mais ça c'est le modèle du web aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure vous parliez de David Abiquière, on lui tweet des trucs, il nous répond, les mecs, les journalistes, etc. Moi, je sais plus qui l'autre jour m'a retweeté, j'ai dit bah tiens, les journalistes, j'ai dit tiens, voilà, le web comme ça il est sans limite, il est sans frontières, et c'est ça qui est génial, et nous c'est ce qu'on a envie de transposer aussi dans la société. En ouvrant la porte, c'est-à-dire que nos événements, alors après je ne suis pas là pour faire ma pub, mais c'est juste pour dire voilà aujourd'hui, je pense que les réseaux ça devient plus ça, ça devient des intérêts communs et une envie d'aller vers quelque chose et de progresser en commun vers un objectif, plus que finalement une histoire d'argent ou de connaissances pure quoi. Et donc nous aujourd'hui c'est pour ça que l'assoce, le but c'est 40 € l'adhésion, c'est qu'elle soit le plus ouverte possible. Mais par contre, il y a plein d'avantages à adhérer, il y a plein d'entreprises qui nous font beaucoup de choses et qui font en sorte que ce soit dynamique et intéressant pour les membres. Et c'est aussi les membres qui font l'association. Donc tous les événements sont ouverts à tous, aux hommes et aux femmes, à des montants, je veux dire un workshop avec une super experte sur un sujet comme par exemple la pub sur mobile, c'est une experte de la SFR qui avait fait ça coûte 10 €. Si vous allez chez Ben Marcoux, c'est pas pour les tripuler, rien que ça. Chez Ben Marcoux ou chez French Web, ça va vous coûter 300 €. Donc l'idée c'est quand même de rendre le truc accessible et que toutes les jeunes femmes qui aujourd'hui ont envie d'aller vers ces métiers, elles ne soient pas bloquées par des histoires d'argent et de nombre de... Voilà. Alors en fait, dans ta question, il y a deux questions. La première question, est-ce que... Alors déjà, nous, à Woman Up, tout ce qui est valeur féminine versus masculine, on déteste. Donc c'est une ineptie totale et qu'il n'y a pas de valeur féminine ou masculine. Les femmes ne seraient pas plus douces et empathiques que les hommes ambitieux et courageux.
Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, est-ce qu'on observe un glissement? Oui, mais en fait, c'est pas des hommes qui s'approprient des valeurs féminines. C'est simplement que notre génération, on a été la première génération où les mères ont majoritairement travaillé. C'est juste ça. Et c'est que comme on est le fruit de notre éducation et le fruit de ces femmes qui, pour la majeure partie d'entre nous, ont travaillé, et ben tout naturellement et inconsciemment, on est les réceptacles de leur combat à elles. Donc c'est juste que on a adopté leur vision de l'entreprise. Est-ce que c'est porteur d'espoir? La réponse est oui, parce que ça fait juste 30 ans que sur ces sujets, on dit toujours la même chose, on voit toujours les mêmes personnes, qui disent toujours les mêmes trucs. Et en l'occurrence, nous, on pense que là, on a un vrai effet de levier très intéressant, puisqu'on voit émerger des jeunes hommes qui réclament cet équilibre pour eux, non plus pour leurs copines ou leurs femmes. Parce que les 10 dernières années, en fait, il y avait beaucoup de réseaux de femmes par les femmes pour les femmes qui étaient en recherche d'hommes, parce qu'elles se sont bien dit que cette logique femme versus homme, ça n'allait pas fonctionner. Elles étaient en recherche d'hommes qui venaient dire oui, l'équilibre pour les femmes, c'est important. J'en ai plein en fait de mecs qu'on voit tout le temps dans des événements comme ça, qui viennent dire oui, les femmes c'est important, les femmes elles sont géniales, blablabla. Alors que c'est pas ça le vrai sujet. C'est que des hommes viennent dire l'équilibre c'est important pour moi. Parce que ça change tout. Et en l'occurrence, on pense qu'avec l'arrivée de cette nouvelle génération, ça va être le cas. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Il y a évidemment la crise en France qui fait que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui que ça l'était il y a 5 ans de claquer la porte quand on n'est pas content et quand cet équilibre de vie n'est pas respecté. Et en l'occurrence, ça reste quand même un phénomène de fond et qui a la caractéristique majeure d'être un phénomène mondial. Donc là, on sort vraiment du débat franco-français ou européen, puisque le même phénomène s'observe en Chine, s'observe aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Voilà. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Emmanuel. Moi, j'essaie justement de... Moi, je dis il y a des valeurs féminines et il y a des valeurs masculines. Je reste persuadée de ça. Et je pense qu'il faut faire attention parce que à vouloir l'égalité, moi, je suis pour... je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, je me suis tirée 2 fois. Aujourd'hui, je dirige mon entreprise, j'ai ma fille de 15 ans qui est en garde alternée, qui vient revivre avec moi depuis la rentrée. Donc, voilà, je ne suis pas une femme soumise et en même temps, moi je défends mes valeurs féminines. Je suis persuadée qu'on a des valeurs féminines intrinsèquement ancrées en nous d'abord, au-delà du fait qu'on fait les enfants, ça reste quand même un truc qu'on ne pourra jamais, en attendant que la médecine change quelque chose. Oui, mais c'est ça. Non, mais moi je suis persuadée qu'on a des valeurs féminines. Il y a un bouquin que je vous recommande, un mec qui est génial, qui s'appelle Rafik Smati, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Vers un capitalisme féminin. Je ne vous fais pas le cours du bouquin, mais il dit simplement qu'il a travaillé avec des anthropologues, etc. C'est vrai que les hommes, on leur a appris, qu'est-ce qu'on nous a appris? À faire la guerre, les mecs, on leur apprenait à faire la guerre, à défendre les frontières, à aller tuer les animaux parce qu'il fallait donner à manger à la famille, etc. C'est quand même ça. Les femmes, on leur apprenait à quoi? À rester à la maison, à aller faire le pain, à rester protecteur des enfants. Bon, et lui, il dit que nous, et c'est vrai, quand vous regardez la vie d'une femme tous les jours aujourd'hui, moi je veux bien qu'on me... j'ai pas le problème que le mec fasse la vaisselle, la lessive, etc. Ça me va très bien. J'allais dire, pour vous choquer un peu, je préfère qu'il gagne correctement sa vie et qu'il me file du fric pour payer une femme de ménage et que ni lui ni moi soyons emmerdés pour faire les tâches ménagères. Ça, c'est quand même la véritable liberté de la femme, c'est aussi un peu ça, si on y arrive. Ou si on arrive à se le payer soi-même, ce qui est le cas, comme ça, j'ai plus de soucis et tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des valeurs féminines, Emmanuel. On est des nanas, tu es féminine, je suis féminine, Lucie est aussi, mais voilà, et on a des qualités que des hommes n'auront sûrement jamais. Les femmes dans l'entreprise, Rafi dit dans son bouquin que s'il y avait eu plus de femmes dans le monde de la finance, s'il y avait plus de femmes aux manettes dans l'univers de la finance, ce qui est très rare, la crise n'aurait pas été la même et les femmes auraient mieux anticipé la crise. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'y crois. Moi je crois à mes valeurs féminines. Je crois que je crois qu'on a beaucoup de choses en nous qui sont... À la limite, je ne dis pas qu'on est meilleurs que les hommes, mais c'est la confrontation des deux, c'est d'arriver à travailler ensemble, c'est que les mecs aient plus envie de travailler avec nous, c'est que nous on leur prouve qu'on va leur apporter vachement de choses. Jean-Luc Petit-Huguenin, le président du groupe Paprec, il est dans les déchets, c'est un mec génial, il a une boîte, machin. Il croit aux valeurs féminines, il
il donne des promos aux femmes dans son entreprise, et quand vous donnez, faites confiance aux femmes dans les entreprises, les grands patrons vous disent, mais elles vous le rendent 2 fois plus que les mecs, parce qu'elles sont super pros. Je vais prendre un exemple Ils ont moins l'habitude aussi. Ouais, ils ont moins l'habitude, mais je prends l'exemple d'un recrutement. Une nana me dit, voilà, moi je recrute un directeur général pour ma boîte. C'est très caricatural, mais c'est ce qui lui est arrivé. Elle voit un mec qui lui dit, bon, ok, j'ai quoi comme voiture de fonction? C'est quoi le titre qui est marqué sur ma carte de visite? Et je vais chapeauter combien de personnes? La nana, une autre candidate, une femme arrive, elle dit, bon alors, ok, moi je vais adhérer au projet, donc c'est quoi le projet de l'entreprise? C'est quoi la mission que vous me donnez? C'est quoi ce que vous attendez de moi? Voilà. Éventuellement, elle parle. Voilà, c'est pas du tout la même approche. Et je pense que, bien sûr, qu'il faut lisser tout ça et que, voilà, et on n'aura jamais la même approche. Et je pense qu'on doit un petit peu revendiquer nos valeurs féminines. Et moi, j'entends faire la vieille école, mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Mais quand j'entends certains mecs de 30 ans, voilà, qui disent, mais attendez, moi peut-être qu'ils parlent un peu mieux que ce que je suis là, ils disent, il y a des nanas de notre âge qui nous font peur. Moi, j'ai croisé une jeune avocate au Women's Forum la dernière fois qui me dit, si je vais être directeur associé, je ne peux pas faire d'enfant dans un cabinet d'avocat. Je lui dis, mais attends, peut-être si tu as un mec que t'aimes et si tu veux faire des enfants, si tu n'as pas envie de faire d'enfants, n'en fais pas. C'est pas une fin en soi. Et si tu rêves d'avoir des enfants, moi je sais combien je suis ravie d'avoir ma fille dans des conditions difficiles, et c'est ce qui m'arrivera le mieux dans ma vie, c'est de l'avoir, avec toutes les galères d'une ado. Je dis, si tu as envie d'un enfant, mais tu t'en fous, tu seras associé si tu as envie d'être associé, tu réussiras dans ta vie professionnelle. Et voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et elle me dit, ben, mon mec, il ne comprend pas, voilà, et il y a des mecs qui disent, attendez les filles, aujourd'hui vous êtes devenus des mecs, vous nous faites peur, vous arrivez, vous êtes là, vous êtes dans... Non mais, t'es pas d'accord avec moi? On en reparle dans 10 ans. Mais discute avec des mecs de 30 ans, t'en as quand même qui trouvent qu'on est devenu, parfois certaines femmes qui veulent réussir sont devenues des mecs. Moi je trouve qu'on peut réussir sans devenir un mec. Je vais faire une seconde, je vais donner un point de vue masculin. Pour essayer d'un petit peu, peut-être, d'abord c'est un débat peut-être un peu beau, voilà. Et ensuite, évidemment, la manière de réconcilier peut-être avant que vous tapiez dessus. Jamais. C'est évidemment les questions des valeurs d'éducation qui sont quand même très fortes, il faut quand même le dire. Il y a évidemment encore une forte... Je citais un anthropologue, malheureusement je ne me souviens plus de celui que je voudrais citer, mais évidemment des valeurs d'égoïsme, d'égocentrisme qui sont classiquement, y compris portées par les mères pour leur fils, et des valeurs plus d'altruisme et de coopération qui sont données à leurs filles. Alors ensuite, évidemment, comme tout problème, si on essayait de regarder comment ça fonctionnerait, si les valeurs qui étaient transmises étaient strictement les mêmes entre sexes, on constaterait probablement que la barrière s'estompe au moins en partie, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de différence biologique que tu as mentionné d'une part, et évidemment aussi de forme de fonctionnement entre hommes et femmes. Quand même, dernier point, peut-être avant de céder la parole à la salle, sur le sujet du jour. Ça ne vous dérange pas, mesdemoiselles et mesdames? Je crois qu'on ne peut plus dire mesdemoiselles non plus, je vais me faire tacler. Sur un conseil, peut-être que vous pouvez donner chacune, il y en a déjà eu pas mal ce matin, c'est assez sympa pour tous les gens qui sont présents. Un conseil sur, qui serait digital pour le coup, sur la manière d'utiliser ces outils pour gagner en visibilité, en crédibilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais commencer de droite à gauche avec Lucie. Alors effectivement, moi je conseille beaucoup ça à mes étudiants et aux jeunes femmes ou aux femmes que je rencontre à travers tous les colloques et tout ce à quoi on peut être invité. Effectivement, déjà d'être présent, parce qu'on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur Google, vous êtes personne, c'est vrai. Donc c'est peut-être gênant, c'est peut-être que ça vous déplaît, mais malheureusement, c'est la réalité. Donc commencez par vous créer une page sur LinkedIn, quelque chose de sérieux, sur lequel on puisse en un coup d'œil voir ce que vous avez fait, qui vous êtes, qui vous allez, qui vous connaissez. Ça c'est important aussi. Mettez-vous en réseau avec d'autres personnes, des gens que vous connaissez, que vous avez rencontrés, etc. Mais aussi des gens que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez connaître. Il y a une urgence boulot. Oui, il y a une urgence boulot. On est sur un dossier de crise un peu difficile.
Donc en étant sur ces réseaux, pensez aussi à y être, mais à aller vers les personnes que vous aimeriez connaître. Et n'hésitez pas, n'ayez pas peur de contacter des gens qui vous intéressent, que vous trouvez talentueux ou des entreprises vers lesquelles vous avez envie de travailler. Adhérer à des groupes d'intérêt par rapport à vos métiers, donc dans le digital, si c'est dans votre métier, vers votre métier. Ça ne mange pas de pain. J'avais été interviewée pour LinkedIn, parce que moi je suis assez fervente utilisatrice de tous les réseaux sociaux. Et on en avait conclu avec LinkedIn qu'en fait, il faut à peu près 4 minutes par jour pour entretenir son réseau professionnel sur le web. C'est-à-dire que vous allez faire une petite veille d'actu tous les jours, de toute façon, vous la faites. Vous faites une sélection, les 4 articles qui vous ont paru intéressants par rapport à votre domaine d'expertise ou de professionnel. Vous les rediffusez sur LinkedIn, Facebook, Twitter. C'est bon. Et encore, ça vous a pris 4 minutes et demie peut-être. Après, vous pouvez sur d'autres réseaux. Alors là, je vous dis LinkedIn, Facebook, ou ne pas être parce que c'est pas intéressant. On ne va pas rentrer dans un cours de réputation. Mais en tout cas, je vous dis 4 minutes par jour, vous faites une petite veille d'actu sur votre secteur. Vous faites de la curation, comme on dit, vous montrez votre expertise. Moi, je parle beaucoup à l'expertise, et c'est comme ça que vous allez être reconnue à la fois en tant que femme, et surtout en tant qu'experte, et en tant que personne compétente, parce que c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est pas dire, voilà, parce que je suis une femme, j'ai le droit, c'est dire parce que je suis compétente, j'ai le droit. Je rejoins ce que dit Lucille, je pense qu'effectivement, être présent sur certains réseaux sociaux, moi, je dirige une boîte, je dois recruter en ce moment un collaborateur, un consultant, etc. Bon, j'ai laissé tomber le chasseur de tête qui me demandait quand même 10 000 € pour passer une annonce. Voilà, et j'ai mis cette annonce sur LinkedIn, sur un certain nombre de réseaux. Alors après, ça prend du temps, etc. Mais je pense qu'effectivement, il y a des réseaux sur lesquels il faut que vous soyez, parce que ça coûte rien, parce que c'est bien, si je prends l'aspect professionnel, c'est bien, moi j'ai plein de jeunes qui sont dans le monde de la com et qui me demandent moi je clique systématiquement oui parce que je trouve que c'est bien, parce que c'est sympa, parce que je vois plein de gens, plein de têtes passer, etc. Et c'est là aussi où on se crée un réseau, où on échange avec des gens de toute génération, de tout univers, de tout milieu, et moi j'accepte systématiquement tout, parce que je trouve que c'est bien et que, comme le dit Lucille, consacrer 4-5 minutes de son temps déjà à être sur ces réseaux qui sont complètement gratuits, qui demandent rien d'autre que de consacrer un petit peu de temps entre vous commencez à vous créer vos réseaux. Et je pense quand même que notre monde aujourd'hui est organisé en réseau et qu'il faut qu'on ait en tête que être compétent, c'est la première chose, parce que si on est nul, si on est mauvais, voilà. Mais si on ne fait pas savoir qu'on est un peu bon, parce que des gens bons, il y en a plein. Il y a des gens qui sont bons, comme tous ici, on est des milliers. Après, celui qui va être un peu plus sur le devant de la scène, c'est celui qui va peut-être nous faire savoir un peu. C'est bien d'avoir la panel. Pour filer la métaphore de Françoise Giroud, effectivement, vous vous souvenez quand elle disait le jour où il y aura une vraie égalité, c'est quand il y aura des ministres femmes incompétentes, pour qu'elle a gagné en partie la partie. Je vais filer la métaphore des filles faites un truc que font tous les garçons. J'ai constaté, et que le digital permet, parce que c'est quand même le cœur de notre sujet, contacter directement les gens, demandez-leur, de les rencontrer, ou de faire un truc ensemble, ou d'avoir une mission spécifique, ou même un petit déjeuner tous les deux. J'ai remarqué que c'était une vraie différence, alors on ne vient pas revenir à ce que c'est, je pense que c'est quand même lié aussi à des choses qu'on transmet ou pas, malheureusement. Faites-le. Et cette délinéarisation, elle est permise justement par les outils du web et du web social, donc c'est un mini conseil, voilà, comme ça, si ça peut vous aider. Non, mais ça marche. Et ça marche. Et les gens acceptent. Et... Non, je vais juste donner un exemple, parce que hier, j'étais sur Facebook à répondre à une conversation un peu désagréable, on s'en fiche, et du coup, j'ai perdu pas mal de temps et j'étais pas contente de moi parce que j'avais un boulot à faire. Et là, je vois quelqu'un qui commente sur une campagne que j'avais postée, une campagne de com que je trouvais plutôt sympa, pertinente et tout. Et le mec dit, ah bah oui, c'est mon agence qui a fait ça. Et je dis, ah oui, c'est ton agence? Je dis, bah très bien, je ne savais pas. En plus, le nom de l'agence était marrant, donc j'ai rebondi et tout. Et le mec, il se trouve qu'il est spécialiste dans un truc sur lequel moi aussi je suis spécialiste. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit, voilà, bah écoute, si jamais, moi j'ai bossé dans telle et telle agence et j'ai fait tel et tel truc, si jamais tu recherches ces compétences-là, n'hésite pas à me contacter. Le mec, on a chatté sur Facebook, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine.
probablement, très probablement, que nous allons collaborer, parce que c'est sur des sujets très spécifiques. Donc vous voyez, pour mon entreprise, effectivement, je fais du boulot comme ça. Emmanuel. Nous, on a souvent des jeunes femmes qui nous disent comment, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on intègre tous ces réseaux physiques qui ne sont pas toujours accessibles, soit parce qu'ils coûtent cher, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout parce qu'ils sont fermés et qu'on ne sait pas comment y rentrer. Et en fait, à la fois, le web, ça peut être une caisse de résonance des liens physiques qu'on a déjà, mais ça peut aussi permettre d'accéder à ces réseaux-là. Autrement dit, nous, le conseil qu'on donne, c'est de s'inscrire à l'intégralité des newsletters dans tous les secteurs d'activité, parce que très souvent, il y a des événements dédiés qui sont organisés et juste, vous n'avez pas l'information. Et nous, on a un fil de je ne sais pas combien de newsletters auxquels on est abonné, on redispatche des invitations, mais si on veut, on peut faire un cocktail par soir. C'est des cocktails qui sont gratuits, donc il n'y a pas de barrière à l'entrée. Simplement, il faut avoir l'information parce qu'on s'est inscrit à la bonne newsletter. Et ça, c'est vraiment important parce que, oui, le web, c'est super, c'est très fort, c'est une caisse de résonance gigantesque, et quand on manipule bien l'outil, il y a des possibilités qui sont décuplées, mais en l'occurrence, rien ne remplace quand même les échanges physiques parce que, voilà, là, en l'occurrence, celui-ci, elle va avoir un rendez-vous avec ce mec et c'est là qu'il va se passer quelque chose ou pas. Et donc, il faut aussi voir le web, pas seulement pour faire la promotion de soi, même si c'est extrêmement important et que sur ce sujet, les femmes sont très mauvaises, mais également pour pouvoir accéder à des réseaux physiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart d'entre eux sont ouverts, simplement vous n'en avez pas connaissance. Bonjour, Charlotte Marchand, j'ai fondé packandboard.com. Je voudrais en fait vous poser une question, adresser mes remerciements à Emmanuel, parce que en fait tu as mis des mots sur ce que je ressens depuis des années. J'avais plus de raison depuis 2 ans que j'ai créé ma société. Où en fait je me suis tellement jamais sentie illégitime dans aucun des postes que j'ai eu dans le passé, et encore moins depuis que j'ai monté ma boîte, que la notion de genre en fait n'a jamais fait partie de mon équation à moi, et donc je me suis toujours sentie en parfait décalage avec le débat sur les femmes, et donc à plus de raison j'étais très curieuse de venir à ce petit déjeuner ce matin pour comprendre dans quelle mesure on allait parler d'influence des femmes, et je tiens aussi peut-être à noter que si on avait créé un petit déjeuner ce matin sur comment être le gentleman d'influence, on aurait tous été super choqués. Et moi, ça me choque presque en fait quand on a mis ce thème-là. Souvent, c'est l'image que me renvoient les autres qui me fait comprendre que visiblement, ce que je ressens, c'est pas le cas de tout le monde. Je suis pas dans le déni, visiblement, on en parle, c'est que certaines femmes doivent se sentir besoin d'être épaulées, poussées. Mais pour moi, la notion de genre, vraiment, n'a absolument rien à voir. Alors, je dois faire partie de la génération Y sans franchement savoir, je suis un peu borderline par rapport à l'âge, mais j'ai 31 ans. Voilà. Mais je trouve ça vraiment ahurissant, mais au sens naïf, d'entendre qu'on doit gérer son emploi du temps si on a des enfants. En fait, ça ne me parle pas, j'imagine. Dans ma tête, c'est tu as des enfants, tu verras quand tu auras des enfants. Quand on aura, tu vas changer d'avis, tu verras. Voilà, l'instinct maternel existe, il y a des tiraillements incroyables. Je me suis jamais dit que j'étais bienveillante et empathique par rapport à mon copain. Je le trouve beaucoup plus empathique que moi, ou que par ailleurs j'avais des qualités de type masculine. En fait, et donc ça ne me parle pas, absolument pas. Et je me dis tant mieux. Parce que j'ai fait ma route sans à aucun moment me retourner sur ma condition de femme. C'était m'auto-inviter à mon petit déj ce matin, je remercie beaucoup ce que j'ai dit. Je voudrais juste dire un point. On est au cœur d'une ambiguïté dans la question que tu poses. Tu disais le petit déjeuner, presque le thème m'a posé question. Je ne peux pas nier, et moi je trouve ça très bien, que les 3 invités qui sont là ce matin, et il y en a des dizaines comme ça, ont créé des réseaux féminins sur l'idée qui est... Je me fais taper à gauche. Emmanuel me rappelle que non, c'est mixte. Oui, bien sûr. Mais c'est pour favoriser, c'est quand même pour faire la promotion de la diversité. Exactement. Moi, je vais faire le féministe de base, le terme pourrait être critiqué, parce qu'il a beaucoup de sens, et tant mieux. Parce que, quand même, on parle d'un point, c'est quand même l'inégalité
sur un certain nombre de plans sociaux et même jusqu'à récemment encore juridiques entre hommes et les femmes. Donc si on arrive concrètement à des succès, et je trouve que c'est ce qu'on voit ce matin à l'issue de ce petit-déj, tant mieux, sans pour autant revenir sur un naturalisme du genre. Et évidemment, cette question, et on en a forcément parlé ce matin, c'est venu sur la table avec chacun son avis, c'est super. Cette question, elle est complexe et elle pose un certain nombre de questions sur comment on se perçoit soi-même. Je voulais quand même rappeler que ce thème, il vient aussi du fait qu'à un moment, quand il y a une inégalité de fait, évidemment, il y a quand même des tentatives pour structurer des choses qui font en sorte que ces verrous-là sautent. Alors maintenant, Emmanuel voulait dire un mot. En fait, que tu ne sois jamais posé la question, c'est normal. Tu es pleinement dans la viennoise, c'est sûr. Tu n'es pas toute seule, puisque en fait, ce que tu viens de dire, ce témoignage, nous, on l'a observé par milliers sur les 5 continents. Et justement, c'est ça, la révolution. Parce que là où elles ont raison, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et que là où elles ont aussi peut-être raison, mais où j'espère que non, c'est que dans les années à venir, j'ai pas envie que tu te cognes la tête à ce plafond vert qui a tellement fait souffrir les femmes de toutes les générations. Et nous, en fait, la posture qu'on a au Manap, mais qui est volontairement clivante et volontairement optimiste, c'est de se dire que grâce aux femmes comme toi et aux hommes comme toi, et on est tous pareils, on ne s'est jamais posé la question et ça n'a jamais été un sujet, on veut que ça constitue un raz-de-marée qui oblige les entreprises, qui oblige les cultures, qui oblige la société à revenir sur ce qui est un fait, c'est-à-dire le plafond vert et des inégalités entre les hommes et les femmes, notamment dans la sphère professionnelle. Mais nous, notre idée et notre pari, c'est de dire que le mouvement est tellement puissant, il est tellement important, il est tellement mondial, qu'en fait, on va enfin réussir à faire basculer quelque chose qui existe depuis des années, qui est des difficultés pour les femmes, accéder à des postes à responsabilité, les plus grandes difficultés à gérer ce qu'on appelait la double vie, mais qui va probablement, et j'en suis certaine, et en tout cas c'est pour ça que j'ai créé cette association, changer avec notre génération, avec les hommes et les femmes qui ne se posent plus la question du genre. Et qui, je l'espère aussi, vont forcer les entreprises à ne plus se la poser. Mais en fait, on est d'accord, c'est juste que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est justement de l'intergénérationnel. Parce que, bien que je sois très consciente de ce qui s'est passé pour ces femmes, pour avoir bossé le sujet pendant des années, moi je suis absolument persuadée, convaincue que notre génération a le pouvoir de changer les choses. Et donc j'espère que jamais tu ne seras confrontée à ce dont on a parlé auparavant. Ça serait une super belle nouvelle. Donc c'est bien une question de valeur portée par une génération, avec un espoir qui est Patricia. Moi j'adhère complètement à ce que dit Emmanuel et à ce que tu dis. Moi je suis de la génération un peu d'avant, mais j'espère que cette génération Y, Z, peu importe, quand il n'y a pas le problème du genre, j'espère que ça va vous permettre d'arriver beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que toutes les femmes que moi je connais à 50 ans et encore aujourd'hui, ça a évolué par rapport à nos mères. Et j'espère que les hommes vont comprendre ça et vont se dire, qu'on soit un mec ou une nana, c'est plus un problème, c'est la compétence qui compte, c'est ce qu'on est intrinsèquement qui compte, etc. etc. J'espère que ça va évoluer. Pour autant, aujourd'hui, on n'en est pas là. On a encore au pouvoir des hommes majoritairement. Il y avait Anne Levergeon qui était présidente d'un groupe du CAC 40. On voit comment on a cassé cette femme. Voilà, chercher des femmes dans les groupes du CAC 40, il n'y en a pas. C'est ça? Il y en a pas. Oui, il y en a une. Dans le web. Voilà. Donc on est encore, et Anne Levergeon, elle est comme moi, elle a une cinquantaine d'années. Et c'est une nana géniale. Et tous les mecs qui se font virer de boîte dans des grands groupes comme ceux-là, ils sont hyper solidaires entre eux, etc. Anne Levergeon est la seule qui est sur le carreau. Cette fille, c'est juste n'importe quoi de la laisser sur le carreau. Enfin, c'est un talent incroyable, Anne Levergeon. Et pourtant, on lui a pardonné. Et les mecs, et beaucoup de mecs au plus haut niveau de l'État, l'ont désingué. C'est ça. Moi, j'espère que ça va changer. Je suis une femme foncièrement optimiste. Et je compte sur vous pour essayer de faire bouger les choses. Mais pour l'instant, les enfants ont encore du boulot. Hein. Et je pense qu'on a du boulot parce que, ok, j'entends ce que tu dis. Pour autant, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, au fur et à mesure qu'on a des enfants, au fur et à mesure qu'on crée une vie de famille, il y a quand même le poids de notre éducation qui nous reprend. Et le nombre de femmes qui tout d'un coup s'autocensurent. Marie-Laure Sautit-Chalon, qui préside au féminin.com, que j'ai reçu dans mon club de femmes,
quand le numéro 1 de auféminin.com est parti, ou c'était dans la boîte d'avant, pardon, je dis une connerie, dans la boîte d'avant est parti, les mecs, les actionnaires lui disent trouve-nous quelqu'un pour remplacer le mec qui vient de partir. Et elle est rentrée chez elle le soir, elle raconte cette histoire, et son mari lui dit mais t'as pas pensé que toi tu pouvais remplacer le mec que de numéro 1, tu peux venir numéro 1, numéro 2, tu peux venir numéro 1. Elle dit non, j'ai pas osé leur dire. Alors ce petit Chalon, c'est pas une petite débutante qui démarre dans la vie, une nana un peu qui a peur de la vie quand même. Bon, et elle a pas osé, puis finalement ça a mûri dans sa tête, et quand elle a fait le tour de tous les mecs qui étaient possibles pour être numéro 1, elle s'est dit mais au final je regarde les CV de ces mecs-là, ils sont même moins bons que moi. Ils sont moins bons que moi, mais je m'étais censurée. Finalement, elle a obtenu le poste. Mais elle s'est fait une révolution, et c'est une nana, j'allais dire, qui tient la route. Est-ce qu'elle n'a pas osé parce qu'elle ne se sentait pas... est-ce qu'elle n'a pas osé parce qu'elle était une femme, ou est-ce qu'elle n'a pas osé parce que sur le coup, elle s'est dit, j'ai pas le contenu. Visiblement, elle ne manque pas d'estime de soi par rapport à... Et bien, si elle manquait un peu d'estime d'elle, paradoxalement, je pense qu'on a un vrai problème par rapport à ça. Elle n'a peut-être pas osé postuler parce qu'à un moment donné, elle n'avait pas le contenu, elle n'était pas sûre de pouvoir faire le job, mais à aucun moment... Elle était totalement sûre de faire le job. C'est non applicable, en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre, et tant mieux. Parce que tu es de la génération Y, et tu n'es pas de la nôtre. Parce que visiblement, ça rend service, mais quand on me dit, quand on vient me voir, on me dit, là, souvent, c'est des gens plus âgés, t'as monté ta boîte, t'es une nana, ça va, ça se passe bien. J'ai envie de répondre à la question non applicable, je ne comprends pas. Ouais. Question. Je comprends. Et peut-être qu'elle a juste pas osé, tout simplement sur le coup, elle n'était pas prête, de la même façon qu'un homme avec une numéro 2. Je pense qu'elle était totalement, je pense qu'elle était totalement prête, elle savait qu'elle avait les compétences, et la preuve, elle les a aujourd'hui, et elle est à la tête de Féminin. Et je crois qu'on a dans nos gènes, et j'espère que vous, ça s'atténue, et tant mieux, cette espèce de manque d'estime de soi. Moi, je dis toujours... Mais moi, je ne m'interdis rien. Eh bien oui, mais tant mieux, mais tu fais partie d'une génération de femmes qui ne s'interdisent rien. Je me renvoie rien. une image, je me dis, mais peut-être que je suis tellement à la peut-être que je suis dans l'étage que les gens doivent se dire... Mais non, mais c'est vachement bien. En fait, je ne réfléchis absolument pas à ce que C'est normal, c'est normal. Mais c'est normal, tu l'as, mais c'est génial. Mais il y a quand même un truc. Moi, je disais la dernière fois au printemps du networking d'Emmanuel Cagliardi, je disais aux femmes qui étaient en bas, il y a un truc, il y a un mot qui n'est pas un gros mot, c'est prendre le pouvoir. Mais tu vas me dire que prendre le pouvoir, ça ne t'intéresse pas. Mais sauf que quand tu es chef d'entreprise, à un moment donné, le pouvoir, ça veut dire la prise de décision. Ça veut dire décider, ça veut dire avancer. Je l'ai légitimement. Eh bien oui, mais les femmes ont vachement mal, les mecs prendre le pouvoir, ça leur pose pas de problème, on leur a appris. Ah si, ça dépend, je me dis. D'accord, mais majoritairement. Une femme, la prise de pouvoir, c'est pas dans nos gènes. Il faut, si celle est dans les vôtres, tant mieux. Il y a beaucoup. Dans les gènes, c'est un conditionnement de la société. Oui, je suis d'accord. J'utilise un mauvais mot, je suis désolée. C'est pas un problème de gène. Ce que je veux dire, c'est que la notion de prise de pouvoir, on se dit, voilà, on ne se sent pas toujours fait pour ça. J'ai un engagement politique à côté de ce que je fais ici. Je n'ai jamais rencontré, ou très rarement, un mec, quand il a ce type d'engagement, me dire je ne sais pas faire ça, ou non, je ne pourrais pas. Même s'ils ne sont pas sincèrement légitimes, alors on vient à la question de l'éducation, parce que je pense que c'est de l'acquis, hein, c'est purement de l'acquis, c'est pas du tout inné ou dans les bons. J'ai souvent rencontré des filles qui se surbattent et se surlégitiment par rapport à la question. Alors moi j'appartiens à, je conseille les hommes politiques. Alors il y a beaucoup moins de filles encore pour l'instant, hein, ça c'est vrai. Et quand elles sont là, elles sont brillantissimes. Parce qu'elles se surbattent, voilà. Les mecs, ça dépend. Qu'est-ce qui se prête dans la tranche? Donc oui, il y a une question là-dessus. Moi je suis à fond d'accord avec ce que je suis entre les deux et je te rejoins complètement. C'est-à-dire que moi je suis comme toi, je me suis jamais posé la question, j'ai été élevée comme ça, mes parents n'ont jamais fait la différence entre mon frère et moi, voire ils me mettaient plus en avant parce que j'avais un petit côté fonceuse qu'avait pas mon frangin. Et je me suis jamais posé la question. Par contre je me suis pris 2-3 portes dans la gueule à partir de 30 ans, 31, 32, quand j'ai voulu un peu monter dans l'entreprise là. Résultat, j'ai dit ok, c'est pas pour moi, je crée ma boîte parce que là moi j'ai pas une de base, j'ai pas envie de prouver que je suis compétente, là je suis compétente. Donc merde. En fait, ça a été ça ma réaction. Mais c'est vrai que je me suis pris des portes hein, quand même. Malgré le fait que pour moi, il n'y avait pas de question, il n'y avait pas de sujet. Et si tu veux, l'autre chose aussi, c'est que les filles que je rencontre à travers l'association, et c'est pourquoi aussi j'ai eu envie de
de créer l'association, c'est qu'il y a une véritable injustice dans l'éducation de ces nanas. C'est-à-dire que ces nanas, elles sont brillantes, elles ont fait des putains d'études, c'est des nanas, mais des experts de ouf. Moi, elles me disent que moi, je comprends rien. Mais elles se trouvent nulles. Elles se trouvent nulles. Je leur dis, mais si t'es experte, ça fait combien de temps que tu fais ton boulot? 10 ans. Ah ouais, et tu dis que t'es pas experte et tu pourrais pas prendre la parole sur ce sujet? Bien sûr que si. Donc, effectivement, il y a quand même, aujourd'hui, et c'est pas des vieilles, c'est des nanas entre 25 et 40 ans, hein, c'est pas des nanas qui ont 60 ans, ni 70 ans, ni 80 ans, qui, si tu veux, sont complètement complexées, quoi. Et moi, je dis, bah putain, moi, j'ai la chance, effectivement, d'être dans ta situation et de m'être jamais posé la question et d'avoir la grosse patate. Et j'ai envie d'aider mes copines quand même un peu à dire, bon, ça va les meufs là, parce que, mine de rien, ça nous donne aussi une mauvaise image à nous qui ne nous posons pas la question. Parce que les nanas qui sont toujours en train de se poser la question, quelque part, elles ne donnent pas une bonne image des femmes et de la compétence. Voilà. Donc je te rejoins et je suis en fait d'accord avec toi. Moi, je veux juste te dire pourquoi j'ai créé Womanab au début. Parce que j'étais exactement comme toi. Et j'étais entourée de femmes comme nous, en fait, et d'hommes comme nous. Du coup, c'est trop bizarre. Enfin, tu pourrais dire c'est trop bizarre qu'elle ait créé ce truc-là parce que toi, comme toi, t'as pas conscience qu'il y a un sujet. Moi, j'avais pas conscience qu'il y avait un sujet. Et en fait, il y a 3 ans, j'ai fait une mission d'audit pour le groupe de Watt pour comprendre pourquoi les femmes n'accédaient pas au poste à responsabilité. Et pendant 6 mois, je suis rentrée dans la structure et mon objectif, c'était de voir qu'est-ce qui se passait, à quel endroit ça bloquait et pourquoi, alors qu'ils avaient mis en place tous les leviers possibles et imaginables, il n'y avait pas de femmes en haut. Et quand on leur proposait de refuser. Ce qui pour moi était trop bizarre, comme toi, tu vois, être associé, c'est le Graal quand on est en audit, donc c'était trop bizarre. Et en fait, tu vois, avec mes yeux naïfs, qui sont les tiens d'aujourd'hui, j'ai découvert un monde totalement inconnu. C'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes qui avaient 35 ans, qui étaient HEC, polytechniciennes, centraliennes, enfin des putains de tronches, qui étaient totalement éteintes, parce qu'à un moment de leur vie, qui tourne autour de la trentaine, et je rejoins ici sur ça, et qui tourne aussi autour de l'arrivée du premier enfant, bah, elles ont commencé à se prendre des portes dans la figure, elles ont commencé à stagner, et elles ont vu leurs copains de promo rentrer exactement au même temps, avoir une carrière fulgurante. En gros, ça fait ça, et il y a un vrai décrochage, et ces courbes, elles existent. Et la femme, au début, c'est pareil, et puis vers 30 ans, ça fait ça. Et puis c'est terminé. Et elles sont aussi brillantes, aussi intelligentes que les mecs. En fait, il n'y a pas de sujet sur ça. Il n'y avait pas de sujet pour elles, mais il y a eu un sujet à un moment donné. Et c'est comme ça que moi, avec mon regard de fille qui avait 23 ans à l'époque, je me suis aperçue qu'il y avait une problématique. Parce qu'avant cette expérience, j'en avais pas du tout conscience. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une lueur d'espoir. Parce que ces jeunes femmes-là, quand elles avaient 25 ans, elles savaient qu'elles allaient se prendre des portes dans la gueule. Elles s'en doutaient, parce que leur mère s'était pris des portes dans la gueule. La différence entre elles et moi, c'est que moi, je ne savais pas du tout que j'allais me prendre ça, et que j'assumais à 300% mon ambition et mon envie. Ce qui est très différent, c'est-à-dire d'un point de vue comportemental, on était quand même assez différentes. Donc je pense qu'on peut changer les choses, mais ça ne change rien à la réalité. Et un deuxième témoignage qui va pouvoir t'éclairer, c'est qu'au rencontre de féminin.com, c'est un truc super qu'il y a eu la semaine dernière. Il y a eu la jeune DG de France Télévisions, qui est une grande patronne, elle dirige je ne sais pas combien de mètres, qui a 35 ans. Et qui est un peu comme nous, c'est-à-dire qu'elle allait sur scène, hyper candidement, et en gros, elle a dit, elle se faisait interviewer par une fille un peu plus vieille, et puis elle a dit, bah, moi j'ai toujours voulu être la chef, j'ai toujours eu envie de réussir, et là je suis contente parce que putain je suis un sacré boss. Et en fait, elle kiffait dire ça, et moi j'ai trouvé ça génial. Mais tu vois ce qui s'est passé, on était 700 dans la salle, et il y a eu un petit mouvement de malaise des autres femmes. Ouais, parce que c'est mal vu d'abord. Parce que c'est mal vu. Et tu vois, un message génial, incroyable, porté par un putain de rôle modèle, parce qu'elle est canon, elle est belle, elle est intelligente, elle est moderne, et elle a réussi, et bien ça a été perçu de manière totalement différente par des femmes de générations différentes. Ça a été perçu bizarrement, avec un malaise, par des femmes qui ne sont pas de notre génération, et ça a été perçu, limite on avait envie de se lever et de faire ouais, par les femmes de notre génération. C'était trop bizarre, mais tu vois, ça montre qu'effectivement il y a un changement qui est en train de se passer. Oui, dernière question, Benjamin. C'était juste une petite remarque, juste une question quand je vous ai commencé la question, et en effet ça rejoint tout le débat, il y a moins de différence, d'écart entre les hommes et les femmes qu'entre générations. Et là, vraiment, moi, je regarde, c'est que autour de moi, et voilà, et ben moi je vais rejoindre exactement
et beaucoup de discours d'Emmanuel ici. Et alors, est-ce que c'est parce que, en effet, il n'y a pas eu ce moment que Emmanuel, tu disais, autour de 30 ans, où les choses changent, et où, voilà, moi je pense pas, je pense que c'est vraiment une question d'intéressant, je pense que ce débat, il met justement ça en exergue. Mais ça, je suis complètement d'accord, c'est pour ça que c'est effectivement un problème générationnel, et moi, quand j'entends ce que vous dites, je suis ravie d'entendre ce que vous dites, parce que peut-être que la vie homme-femme et la vie en société homme-femme, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, va être beaucoup plus simple pour votre génération qu'elle l'est pour la génération de nos mères. Bon, moi, je ne me sens pas brimée, je suis hyper heureuse dans ma vie, malgré les divorces, les machins, les chaos, le boulot, si je me suis engueulée avec mes patrons, je me suis tirée, je leur ai dit que c'était des nuls à la veille de la fin de ma période d'essai, j'ai été virée, je suis une grande gueule, je la ramène tout le temps, et je suis très heureuse d'avoir créé ma boîte, et je suis hyper bien dans ma vie, et voilà. Donc moi, je me sens plutôt bien dans mes pompes avec tous les... Mais après, ce que je vous dis simplement, ça fait un peu vieille école de dire ça, mais c'est vrai qu'après, il y a un principe de réalité. On a des grands idéaux, et je vois bien, parce que moi j'adore être avec des gens jeunes, et j'adore aussi être avec des très vieux. Et j'adore mélanger les générations, parce que ça c'est hyper important. Mais le principe de réalité, c'est voilà, c'est tout d'un coup, on se marie, on se pose, tout d'un coup, on fait des enfants, tout d'un coup, on doit se battre parce qu'il y a quelqu'un dans le boulot. Et le principe de réalité nous ramène à des choses un peu concrètes parfois. Moi, je pense qu'il y a juste, je suis désolée, je sais qu'on peut faire jusqu'à 3 ans d'après-midi là-dessus. Ah ouais. Mais par rapport à la problème de génération, je suis assez d'accord avec ce que c'est pas grave, j'ai la réussite. J'allais dire, j'ai la réussite, je m'en fous. Je pense qu'il y a effectivement un truc de génération, j'en suis sûre. Et hier encore, j'ai eu le débat parce que justement, hier, je me suis fait emmerder par un mec, je te dis pas ça pour toi, mais un mec de la génération d'avant qui a une cinquantaine d'années et qui a une certaine idée des femmes, et notamment des femmes dans les métiers du numérique. Et ce mec-là, si tu veux, ça a été impossible de discuter avec lui. Impossible. C'est-à-dire que je lui ai donné. Je lui ai dit, voilà, moi je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? Je voudrais qu'un mec qui s'occupe d'un média qui concerne les nouvelles technologies. Donc, voilà, on a plusieurs, je ne citerai pas qui, parce que j'ai pas envie, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'effectivement, ce mec avait cette manière d'être là, parce qu'il avait ce truc de mec de 50 ans, pour qu'il est nana, faites votre truc dans votre coin, moi j'en ai rien à foutre, on vous laisse faire votre petit réseau féminin, machin, c'est votre petit truc, on vous laisse jouer, à la limite on vous. Hein, mais alors par contre, si vous nous demandez attention un peu plus de présence de femmes dans les médias, dans les métiers numériques, machin, alors là non. Bon, je vais pas en faire des heures, c'est juste pour dire, il y a effectivement ce truc de génération, et tout de suite j'ai dit, de toute façon ce mec c'est un vieux con, parce que le truc que j'ai jamais eu à faire avec des gars qui s'occupent de blogs sur les startups, ils m'ont jamais fait aucune remarque, ils sont vachement à l'écoute, au contraire, et c'est même eux qui sont en demande de dire, bah tiens, tu connais pas les nanas qui ont créé des startups, parce que ça changerait. Bon, donc eux ils sont plutôt à l'écoute. Les mecs de la génération au-dessus de moi, là, c'est autre chose, hein. Ils ont un peu rien à faire, ils pensent qu'on est tous des nuls. Et il y a encore autre chose, c'est le secteur. C'est vrai que les petites nanas de 20 ans qui sont à Epitech, elles viennent de créer une association parce qu'elles se font défoncer par les mecs. Parce que les mecs disent, non mais de toute façon vous êtes nuls, vous n'êtes pas compétentes, la techno vous y comprenez rien, si vous y arrivez c'est parce que vous êtes en jupe courte et en décolleté. Les mecs ils ont 20 ans. Tu vois? Et les nanas, la moitié, elles abandonnent en cours d'année. Et donc elles ont pu créer une association pour se défendre entre elles, auprès de l'institution, etc. Et pour continuer à faire leurs études de développeuses. Donc là, je me dis, bon, il y a un problème de génération, mais il y a aussi un petit problème de secteur. Dans certains secteurs, c'est un peu plus difficile. Un témoignage très rapidement, je vous donne un témoignage. Je me suis mariée avec un deuxième mari, il avait une boîte de com, il voulait que je bosse avec lui. J'ai été bosser avec lui, puis ça me faisait tellement chier de bosser avec mon mari, je lui ai dit, je vais créer ma boîte. Bon, j'ai créé ma boîte. Il m'a dit super, crée ta boîte avec le copain, voilà, etc. Il ne me l'a pas dit, mais tu sentais, ça va te payer le coiffeur et faire les images. Et quand j'ai créé ma boîte, avec un bureau dans son entreprise et je lui payais un loyer parce que je voulais être hyper réglo, un client, plus 2 clients, plus 3 clients, puis un jour j'allais dans son bureau, je dis ouais, j'ai gagné tel contrat, yes, j'ai gagné tel contrat, yes. Et plus je lui disais que j'allais gagner les contrats, plus il faisait la gueule. Et plus ma boîte a marché, plus il faisait la gueule. Parce que tout d'un coup, on était dans le même secteur et ça lui faisait de la concurrence. Le jour où je suis passée à la télé, le jour où j'ai pu s'occuper de la com de Jérôme Kerviel, qu'on a vu ma tronche à la télé, etc., là, ça a été fini. Donc j'ai à un moment donné pris mon fric,
Je me suis tirée, j'ai acheté du bureau ailleurs, je l'ai quitté. Voilà, physiquement dans les bureaux. Et oui, mais attendez, mais c'est ça mon principe de réalité, c'est que moi je suis mariée et j'espère que ça changera dans votre génération, mais c'est ça ma vie. Et quand j'ai fait un prêt pour acheter des bureaux, le banquier, et ça je le dis partout et on l'a dit dans des clubs de femmes, le banquier, alors que je suis mariée sur la séparation de biens et qu'il n'y avait aucun capital lié entre les deux boîtes, le banquier il a appelé mon mari, alors que je ne lui avais pas dit que j'achetais du bureau pour me barrer, pour savoir s'il se portait caution sur moi et s'il était au courant. J'aurais pu le désigner, le banquier, j'ai même pas eu le temps de m'en occuper. Oui, mais le banquier a appelé mon mari pour dire, vous savez que votre femme achète des bureaux, est-ce que vous vous portez caution? Je rêve. C'est ça la réalité de la vie encore aujourd'hui. Hein. Dans la société, il y a encore une culture, quand vous avez 30 ans, que vous cherchez un CDI et que vous n'avez pas d'enfant, je peux vous dire que c'est aussi facile. Hein. Ah, vous n'avez pas d'enfant? Et vous n'allez pas les enfants l'année prochaine, hein. Et ça, on vous les pose, des questions en entretien. Donc il ne faut pas croire que c'est pas une réalité. Hein. C'est con, mais c'est une réalité. Alors, il y a une entité qui reste un peu machiste, c'est le micro, vous avez vu qu'il ne va pas très bien, il déconne. Donc, on va terminer là. Je voudrais qu'on remercie très chaleureusement nos 3 invités. Bravo.